سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Sans surprise, le gouvernement de Saad Hariri a obtenu la confiance du Parlement. 87 députés sur les 92 présents ont voté oui. Une explosion a coûté la vie au vice-président du conseil municipal d'El Ain dans la Bekaa Nord. Khaled Ali Ouris se trouvait à bord d'un minibus quand celui-ci a explosé. C'est le feu annoncé par Moscou et Ankara dans toute la Syrie, selon l'agence turque Anadolu, annonce non confirmée par le Kremlin et Ankara pour l'instant. Les deux pays seraient tombés d'accord pour une trêve qui doit entrer en vigueur à minuit dans l'ensemble du territoire. Une explosion a coûté la vie au vice-président du conseil municipal d'El Ain dans la Bekaa Nord, Khaled Ali Ouri. Son frère Mahmoud Kassem Ouri est grièvement blessé. Tous deux se trouvaient à bord d'un minibus quand celui-ci a explosé. On n'en connaît pas la raison pour l'instant, la raison de cet attentat. La police militaire a ouvert une enquête. Sans surprise, le gouvernement de Saad Hariri a obtenu la confiance du Parlement. 87 députés sur les 92 présents ont voté oui. Les Kataeb Sami et Nadim Jmaïel ainsi que Samer Saadeh se sont prononcés contre. Il en est de même pour l'élu du Akkar Khaled. De son côté, Imad El Hout de la Jama Islamia s'est abstenu. Peu après le début de la séance, Saad Hariri a tenu à revenir sur les sujets qui divisent la classe politique. Soucieux d'apaiser les inquiétudes sur l'épineuse question des armes du Hezbollah, le Premier ministre a assuré qu'il existe une stratégie de défense pour en débattre. Saad Hariri a précisé que si à ce jour aucun accord sur la loi électorale n'a été trouvé, les responsables sont tous favorables à l'adoption d'un nouveau texte. Le chef du gouvernement s'est enfin réjoui du climat positif dans le pays. Chacun de nous a pris des risques, a-t-il déclaré, dans l'intérêt des gens, car ils sont fatigués, a conclu le Premier ministre libanais. Saad Hariri a également promis de suivre l'affaire des militaires libanais kidnappés depuis août 2014 par le groupe djihadiste État islamique. Aucune nouvelle n'a été donnée sur leur sort depuis près d'un an. La Sûreté générale a indiqué aujourd'hui que les prélèvements ADN effectués sur des corps non identifiés en Syrie sont négatifs. Cette annonce laisse donc espérer que les militaires otages sont toujours en vie. En Syrie, le groupe État islamique contrôle la quasi-totalité de la province de Deir ez-Zor. Au moins 22 civils, dont 10 enfants, ont péri dans des raids aériens inconnus sur des villages de cette région. En même temps, un cessez-le-feu a été annoncé par Moscou et Ankara dans toute la Syrie, selon l'agence turque Anadolu. Les deux pays seraient tombés d'accord pour une trêve qui doit entrer en vigueur à minuit dans l'ensemble du territoire. Mais cette annonce est à prendre avec prudence car le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé ne pas pouvoir confirmer cet accord. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, quant à lui, qui prononçait un discours dans la matinée, n'a pas non plus mentionné le cessez-le-feu. La Turquie et la Russie affichent désormais leur coopération sur le dossier syrien. Des pourparlers se sont tenus ces dernières semaines à Ankara entre la Russie, la Turquie et l'opposition syrienne. Une nouvelle réunion entre ces mêmes protagonistes doit avoir lieu demain dans la capitale turque, selon la chaîne qatari Al Jazeera. C'est presque du jamais vu en Israël. La municipalité de Jérusalem a décidé d'annuler un vote prévu sur l'octroi de permis de construire pour des centaines de nouveaux logements à Jérusalem-Est occupés et annexés. C'est ce qu'a indiqué l'ONG anti-colonisation Ir Amin. Benjamin Netanyahou a lui-même réclamé au comité de planification et de construction le report de l'examen des permis de construire, ce qui signifie donc que ces permis de construire sont pour l'instant reportés. L'objectif est d'éviter plus de tensions avec les États-Unis. Les relations sont au plus bas entre les deux alliés depuis que Washington a décidé de ne pas mettre son veto à la résolution de l'ONU condamnant les colonies israéliennes. Cette annonce intervient également quelques heures avant un discours du secrétaire d'État américain sortant, John Kerry. Il doit présenter sa vision d'une paix entre l'État hébreu et les Palestiniens en conflit depuis plus d'un demi-siècle.
À venir tout de suite, la seconde boîte noire de l'avion russe retrouvée. C'est dans quelques instants. La seconde boîte noire du Tupolev Tu-154 qui s'est écrasée dimanche en mer Noire a été retrouvée. Elle devrait lever les doutes sur les conditions de l'accident qui a coûté la vie à 92 personnes et provoqué une vive émotion en Russie. Selon des médias russes, les résultats préliminaires de l'analyse de la première boîte noire repêchée la veille orienteraient les enquêteurs vers un dysfonctionnement des volets des ailes comme possible explication du crash. Un député afghan a été blessé aujourd'hui, ainsi qu'au moins 2 autres personnes par l'explosion d'une bombe au passage de sa voiture à Kaboul, selon des responsables locaux. Julie Chouteau. Plusieurs voitures soufflées, la route éventrée. La déflagration a surpris les habitants à l'heure où ce quartier très fréquenté de Kaboul commence à s'animer. J'ai entendu l'explosion et les fenêtres de mon magasin se sont brisées. C'était horrible. Tout le monde avait peur et s'enfuyait. C'est cette voiture qui était visée, celle d'un député afghan. L'élu a été blessé et selon un porte-parole du Parlement, un membre de sa famille aurait été tué dans l'explosion. L'attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué. Quand la voiture du député est passée par ici, une mine au bord de la route a explosé. Elle était placée sous le pont. J'ai vu 5 personnes être évacuées. Les attentats contre des parlementaires se sont multipliés ces derniers temps en Afghanistan. Il y a une semaine, au moins 8 personnes sont mortes dans l'attaque du domicile d'un député à Kaboul. Les kamikazes, 3 talibans, ont été abattus par la police. Rencontre symbolique entre Barack Obama et Shinzo Abe à Pearl Harbor. Aux côtés du président américain, le Premier ministre japonais a exhorté à ne jamais répéter les horreurs de la guerre, 75 ans après l'attaque japonaise de la base navale américaine. Inès Lagaré. Dans les rues de Tokyo, la visite de Shinzo Abe à Pearl Harbor est sur tous les écrans. Avant lui, 3 chefs de gouvernement se sont rendus sur place, mais c'est la première fois que l'un d'entre eux participe à une cérémonie d'hommage. Pas d'excuses, mais des condoléances présentées aux victimes et un appel à ne jamais répéter les horreurs de la guerre. C'était un très beau discours qui m'a beaucoup ému. Shinzo Abe a parlé du pouvoir de la réconciliation et je suis on ne peut plus d'accord avec lui. Même s'ils le souhaitaient, les dirigeants n'ont pas pu prononcer d'excuses pour ne pas heurter les sentiments d'une partie de leur population respective. Mais je pense que beaucoup de Japonais sont désolés de cette attaque. Alors que Shinzo Abe rendait hommage aux victimes de Pearl Harbor aux côtés de Barack Obama, ces activistes pour la paix menaient ici leur propre cérémonie, au Musée national des soldats inconnus de la Seconde Guerre mondiale. Des prières et quelques fleurs déposées devant le monument aux morts. Le fait que Shinzo Abe soit allé à Pearl Harbor est une bonne chose. Mais tandis que les Japonais tuaient là-bas plus de 2400 Américains, ils tuaient aussi des dizaines de milliers de personnes à Nanjing en Chine. Si le Premier ministre se rend aux commémorations de Pearl Harbor, il devrait aussi rendre hommage à tous ceux qui ont été tués en Asie. La Chine et la Corée du Sud ont été les principales victimes du Japon impérial entre 1867 et 1951. En 1995 et en 2005, les premiers ministres japonais avaient présenté des excuses pour le passé impérialiste de leur pays. Une démarche à laquelle se refuse l'actuel chef du gouvernement, Shinzo Abe. Poursuivie pour association illicite et administration frauduleuse, Christina Kirchner est soupçonnée de favoritisme lors de l'octroi de marchés publics à un chef d'entreprise du BTP. L'ex-présidente argentine a été mise en examen. Axel May. Christina Kirchner a-t-elle favorisé cet homme d'affaires, Lázaro Báez, emprisonné depuis plusieurs mois? Il est soupçonné d'avoir bénéficié de l'aide de l'ancienne présidente pour obtenir des chantiers routiers dans la province de Santa Cruz, le fief politique de Kirchner en Patagonie. Ce mardi, celle qui fut 2 fois élue chef de l'État en 2007 puis en 2011, a été formellement accusée d'association illicite et administration frauduleuse. La justice a également ordonné le gel de ses biens, l'équivalent de 600 millions d'euros. Déjà mise en examen dans une affaire de spéculation sur les taux de change, Christina Kirchner a aussitôt dénoncé une manœuvre de persécution politique et a accusé le juge de partialité. Depuis la prise de fonction du président de centre droit, Mauricio Macri, il y a 1 an, les affaires sous l'ère Kirchner ne cessent de sortir au grand jour.
L'une des plus rocambolesques fut l'arrestation de son ancien secrétaire d'État aux Travaux publics en juin dernier. José Lopez avait été filmé par cette caméra de surveillance dans un couvent de Buenos Aires en train de dissimuler des sacs remplis d'argent, de quoi nourrir les soupçons de corruption sous les mandats de Nestor, puis de son épouse Cristina Kirchner. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Sans surprise, le gouvernement de Saad Hariri a obtenu la confiance du Parlement. 87 députés sur les 92 présents ont voté oui. Une explosion a coûté la vie au vice-président du conseil municipal d'El Ain dans la Bekaa Nord. Khaled Ali Ouris se trouvait à bord d'un minibus quand l'explosion s'est produite. Cessez-le-feu annoncé par Moscou et Ankara dans toute la Syrie, selon l'agence turque Anadolu, annonce non confirmée par le Kremlin et Ankara pour l'instant. Les deux pays seraient tombés d'accord pour une trêve qui doit entrer en vigueur à minuit dans l'ensemble du territoire. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée à toutes et à tous. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.